ESS On Air, nouvelle formule pour cette rentrée 2025 avec plus de séquences, plus de rythme aussi dans cette émission de Mediatico qui vous parle de l'actualité du point de vue de l'économie sociale et solidaire et où nous recevons aujourd'hui Céline Hervieux. Bonjour Céline. Bonjour Frédéric. Alors Céline, vous n'êtes pas une actrice de l'économie sociale et solidaire, vous êtes une femme politique. Socialiste. Vous êtes députée de Paris depuis l'an dernier, vous êtes élue dans la 11e circonscription de la capitale et vous avez déposé une proposition de loi qui parle énormément aux acteurs de l'économie sociale et solidaire puisque votre proposition de loi consiste à encadrer les crèches privées à but lucratif. Alors dans cette émission, on va parler de régulation du secteur privé, que ce soit dans les crèches ou les EHPAD. On va aussi parler de politique parce que la période n'est pas facile à comprendre et parce que les Français sont très remontés en ce moment. Alors on démarre tout de suite avec l'actu qui pique. Céline Hervieux, en tant que députée socialiste, vous faites partie de ce petit groupe parlementaire de 62 députés seulement qui est en position charnière aujourd'hui pour faire ou pour défaire un nouveau gouvernement, et un gouvernement tout court. Et le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, consulte beaucoup avant de nommer ses ministres. Il a reçu le Parti socialiste mercredi dernier. Qu'est-ce que vous avez mis dans la balance? Quelles sont vos lignes rouges? Alors, donc c'est un petit groupe en effet, mais nous sommes 66 déjà 66. députés. Oui, parce qu'on 62. compte aussi des députés d'outre-mer et parce qu'on a les socialistes et apparentés. Donc on y tient parce que déjà qu'on n'est pas très nombreux. Alors oui, effectivement, vous l'avez dit, nous sommes allés rencontrer la semaine dernière le Premier ministre pour poser... à sa demande d'ailleurs, pour poser quelques lignes qui sont les nôtres. Le contre-projet socialiste a été largement diffusé aujourd'hui. D'ailleurs, on a constaté qu'il y a beaucoup de propositions qui sont en accord avec ce qu'attendent les Français. Mais dans ces propositions, s'il y en a une ou deux qui sont les plus emblématiques, quelles sont celles que vous avez présentées à Sébastien Lecornu en lui disant « ça » on ne peut pas passer à côté? Je pense qu'il y a deux propositions phares qui sont d'abord la taxe Zuckman, donc sur la question de la justice fiscale, qui est vraiment attendue par un certain nombre de Français, puisque tout le monde sait qu'on va devoir faire des efforts budgétaires. Donc taxer à hauteur de 2%, Exactement. Les milliardaires, enfin en tous les cas ceux qui ont un patrimoine de supérieur. De 100 millions d'euros. Absolument. Exactement. Donc cette idée de justice fiscale, simplement qui est un principe d'égalité devant l'impôt, qu'aujourd'hui ces plus riches et ces grandes fortunes payent proportionnellement moins d'impôts que vous et moi, que des gens qui travaillent et qui vivent de leur travail. Mais ils n'accepteront jamais la taxe Zuckman. Ah bah écoutez, après c'est justement c'est du rapport de force, c'est de la politique. Une fois que c'est dans la loi, il faut trouver les mécanismes de mise en œuvre. Ça c'est une réalité. La deuxième ligne rouge? La deuxième ligne rouge qu'on a posée sur la table, c'est la question des retraites. Parce que la réforme des retraites, elle n'est toujours pas digérée, non seulement par les Français, par les partenaires sociaux, par un certain nombre d'opposants politiques à Emmanuel Macron. Et on voit bien que c'est difficile, qu'il a du mal à l'entendre, mais nous ne sommes pas satisfaits du résultat de la conférence sociale qui a été lancée l'année dernière. Et donc, nous souhaitons remettre cette question sur la table. Alors, dans l'actu qui pique, l'actualité, c'est aussi aujourd'hui, disons-le aux gens qui nous regardent, à l'heure où nous enregistrons cette émission, c'est cet appel à la grève des syndicats partout en France. Est-ce que vous soutenez ce mouvement ? Oui, bien sûr. Je Pourquoi ? pense qu'il faut soutenir toutes les mobilisations sociales, le corps social, les citoyens, la jeunesse, les travailleurs qui s'expriment. Mais qui croit encore à la grève, à la dernière fête de l'humanité? J'entendais des jeunes qui étaient interviewés par des confrères qui disaient « on a demandé gentiment déjà, on attendait Lucie Castet à Matignon, on a eu Barnier, on a eu Bayrou, on a maintenant Lecornu ». Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes? Est-ce que la grève sert encore à quelque chose? Bien sûr que la grève sert à quelque chose et ça reste un droit constitutionnel, il faut l'exercer. Je veux dire, même si on essaye effectivement de contourner le résultat des élections, même si on essaye de contourner l'opinion qui est massive dans le corps social français, qui est l'opposition à Emmanuel Macron, les travailleurs, tous les citoyens sont fatigués. Évidemment que c'est difficile d'aller faire la grève. Moi, je rencontre aussi beaucoup de gens qui me disent « moi, je suis artisan, je ne peux pas me permettre d'arrêter de travailler pendant une journée » ou par exemple, si je suis dans une association, je continue, j'y vais, je vais travailler. Mais la colère, elle monte et elle doit être présente, s'exprimer dans la rue. Ça fait partie des mobilisations du citoyen et il ne faut pas lâcher. Et puis dans l'actualité, il y a aussi la rentrée associative, et ça c'est vraiment le public qui nous regarde. Alors vous êtes une députée proche de ses électeurs, Céline Hervieux, vous publiez une lettre aux habitants et puis vous fréquentez les forums associatifs. Vous avez fait ceux du 6e arrondissement et du 14e arrondissement, qui sont vos deux terres d'élection, sur la 11e circonscription de Paris.
Les associations, c'est 80% de l'économie sociale et solidaire en nombre de structures, en termes d'emploi également. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit lors de ces forums de rentrée? Est-ce qu'elles vous ont partagé des inquiétudes particulières? Qu'est-ce qu'elles vous ont raconté? Oui, elles sont très inquiètes. Les responsables associatifs que j'ai rencontrés sont très inquiets pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons financières, parce que cette question du budget et du déficit, bien sûr, elle inquiète partout, tout le temps. Et on sait très bien que ceux qui vont in fine devoir payer l'addition, on a l'impression, on a le sentiment que c'est ce que souhaite le gouvernement, ce sont justement ceux qui sont sur le terrain, ces associations qui dépendent pour beaucoup de subventions publiques et d'argent public, pas uniquement, mais en grande partie. Et donc c'est tout un modèle qui est en train de s'effriter. Et cette instabilité politique, elle pèse évidemment sur le circuit économique dans son ensemble, mais aussi sur ces acteurs justement qui dépendent beaucoup de la consommation du citoyen, des gens qui sont dans la confiance en fait dans l'avenir. Ils ont besoin aussi de ça, des gens qui ont envie de s'engager. Qui croient encore à ces enjeux de solidarité. Et donc oui, elles sont particulièrement inquiètes. Après, il reste beaucoup de joie de vivre, beaucoup de volonté quand même de solidarité et de se serrer les coudes, y compris dans les moments difficiles. Et on peut dire que le monde associatif ne vous est pas étranger parce que vous avez été vous-même engagé auprès de la CIMAD, auprès de France Terre d'Asile, je crois. Oui, tout à fait, absolument. J'ai travaillé aussi dans des ONG, donc je connais un petit peu l'environnement évidemment associatif en tant que bénévole, mais aussi d'un point de vue professionnel, j'ai travaillé dans des structures non lucratives. Donc voilà, je pense que moi je vois bien l'engagement des gens qui sont dans ces structures-là, mais elles ont besoin qu'il y ait un portage politique et elles ont peur d'être les premières à être victimes de la situation d'instabilité économique et politique dans laquelle on est. Alors pour bien comprendre vos positions, Céline Hervieux, on va parler de vos convictions dans le Pitch Express. Céline Hervieux, vous avez 32 ans. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qui fait qu'une jeune femme de 32 ans, aujourd'hui, s'engage encore en politique, et pas n'importe où, dans ce vieux parti qu'est le Parti socialiste, mais on est très loin de Jaurès, de Blum. Qu'est-ce qui fonde vos convictions? Quelles sont vos convictions les plus fortes? Vous avez 90 secondes. Moi, je me suis engagée au Parti socialiste quand j'avais 20 ans, d'abord pour défendre les étrangers dans ce pays qui arrivaient par voie d'immigration et qui s'intégraient à la nation française. C'est aussi le fruit de ma propre histoire. Vous avez un Français sur 4 aujourd'hui qui a un grand-parent d'origine étrangère. Et donc, défendre en fait cette identité française, cette magnifique identité qui est plurielle, qui est multicolore, si on peut dire, ça, c'est très important pour moi. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit que dans les discours publics, de plus en plus, on entend des propos qui sont banalisés, des propos racistes, qui sont banalisés tous les jours. On en entend et ça n'est pas acceptable. Donc ça, c'est ce qui fonde mon premier combat au Parti socialiste quand j'ai 20 ans et que je m'engage au PS. Ensuite, c'est évidemment la lutte féministe. Ça, moi, je suis une femme et on a des mères, des sœurs et des frères, des ancêtres qui se sont battus pour nos droits. Et donc, je considère qu'en tant que jeune femme, aujourd'hui, dans cette société, on doit continuer à se battre. Ce combat, il n'est jamais terminé. Et on marche dans leurs traces. Et donc, je continue à porter cette voix, évidemment. Et puis ensuite, c'est évidemment l'enfance, la protection de l'enfance, les plus jeunes, les plus vulnérables dans une société. Voilà, on dit qu'on voit une société à la façon dont la qualité d'une société à la façon dont elle traite ses aînés, mais aussi ses enfants. Et donc, cette jeune génération, moi, j'entends la protéger. Et c'est le sens aussi de mon engagement politique. Alors on va en parler plus précisément parce que face aux vulnérabilités, face aux difficultés des Français, eh bien on va aller voir ce qu'il y a dans votre boîte à solutions. Céline Hervieux, la première chose qu'il y a dans votre boîte à solutions, c'est cette proposition de loi adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale au mois de janvier. On peut le souligner parce que dans ce contexte politique, faire voter à l'unanimité l'Assemblée nationale, c'est quand même un tour de force. Et c'est une proposition de loi qui vise à encadrer les crèches privées à but lucratif. Pourquoi ce combat ? Eh bien, ce combat, il est né d'un constat qui est que depuis 20 ans, on a complètement lâché sur la réglementation et l'encadrement des structures de petite enfance dans le pays et qu'en fait, dans un moment où le service public a été affaibli, des structures privées lucratives ont commencé à se développer, ont été en plein essor et aujourd'hui, on a des très, très grandes entreprises et on a quasiment une place sur 2 en crèche aujourd'hui qui se crée dans le secteur privé lucratif. Une crèche sur 2.
Oui, absolument. Un berceau sur 2, on dit. Et je me souviens que l'IGAS, le mois dernier, a épinglé, par exemple, le groupe de la Maison Bleue. Tout à fait. People and Baby avant eux. Et donc, en fait, ce qu'on interroge... Pour des questions, ils sont épinglés pour des questions de gestion financière, de Exactement. traitement du personnel, de rentabilité. C'est quoi le fond du sujet? Ce sont surtout l'idée qu'en fait, ils sont financés par de l'argent public. En très, très grande partie, un berceau, c'est entre 60 et 80% d'argent public. Et que cela finance des intérêts privés. Donc ça, c'est le premier point. Mais bon, à la limite, ils rendent un service à la population. Mais la question, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des objectifs de rentabilité qui étaient parfois contraires à l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant et la qualité d'accueil. On a eu des drames. On a eu, évidemment, le décès à Lyon dans une crèche People and Baby. Et surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait des logiques de rationnement, de couches, d'alimentation pour les tout-petits et que les bébés, évidemment, ne sont pas en mesure de dénoncer des mauvais traitements. Qu'il y avait aussi de l'omerta chez les professionnels qui ne pouvaient pas dénoncer quand il y avait des mauvais traitements. Et ça a été dénoncé notamment dans l'ouvrage Les Ogres de Victor Castanet, qui avait précédemment, 2 ans avant, publié un autre ouvrage sur des situations similaires dans les EHPAD. Exactement, Les Fossoyeurs, qui était son premier ouvrage, qui dénonçait justement la logique du groupe Orpea à l'époque, et donc effectivement avec le même souci de rentabilité. Et donc notre question, c'était de dire comment vous avez des structures qui sont financées par de l'argent public, qui prennent en charge les personnes les plus vulnérables de nos sociétés, que ce soit des aînés ou des tout-petits-enfants, et qui répondent à des logiques de rentabilité en dépit de la qualité de traitement à la fois du personnel, mais surtout des usagers concernés de ces structures. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est pas fermer les crèches privées, parce que l'offre privée, elle fait partie de l'offre aux familles, on en a besoin. Puis surtout, on manque de place en crèche. On manque de place en crèche aujourd'hui en France, exactement. Et là, donc d'ailleurs, le président de la République avait parlé de l'ouverture de 200 000 places de crèches supplémentaires. On en est très très loin, parce qu'on manque aussi de professionnels. C'est un secteur qui peine à attirer de nouveaux professionnels. Donc, il y a beaucoup de difficultés dans le secteur. C'est comme dans les hôpitaux, quand on dit qu'il manque de lits, il suffit pas d'acheter des lits, il faut des infirmières. Exactement, voilà, il faut de l'humain et en fait, c'est une difficulté qu'on a dans le secteur. Donc, ce qu'on a voulu, c'est pas fermer les crèches privées, mais simplement encadrer et dire à partir du moment où vous recevez de l'argent public et vous accueillez un public vulnérable, eh bien, on va encadrer les choses et les acteurs financiers qui souhaitent s'investir dans ces secteurs, qui peuvent être considérés comme des secteurs stratégiques, entre guillemets, d'un point de vue financier, car ça peut être une manne financière pour certains, eh bien, ce sera encadré et l'État aura un droit de regard sur les plans de financement, sur les logiques de rentabilité, sur les objectifs à court et moyen terme de ces structures. Est-ce que vous pointez notamment la présence des fonds d'investissement au capital, des groupes de crèches privées? Tout à fait, c'était ce qui s'était passé pour People and Baby. Un fonds de dette en particulier, des fonds de dette et d'investissement étrangers qui viennent investir dans des entreprises de crèches et qui viennent avec des objectifs de rentabilité. Alors eux vont vous expliquer que c'est grâce à eux que le système tient, parce qu'il n'y a plus d'argent public. Il n'y a plus d'argent public, j'allais vous le dire. Oui. Non, mais évidemment, en fait, le privé, mais si vous voulez, c'est ce qu'on observe dans le domaine de la santé, qu'on a observé dans le grand âge, et on commence à l'observer dans le secteur de la petite enfance. Ce sont les mêmes logiques de marchandisation qui entrent à partir du moment où vous avez une défaillance du service public. Donc, il faut marcher sur ces 2 pieds, à la fois défendre le service public et les crèches publiques et associatives, que j'inclus dans le service public non lucratif, et la question de la régulation des acteurs privés. Ça me semble, dans une société qui tient la route, qui prend soin de ses aînés comme de ses bébés, essentiel pour qu'on puisse avancer. Il y a un traitement particulier réservé aux crèches associatives ou pas ? Alors, les crèches associatives, aujourd'hui, sont en très grande difficulté, justement, parce qu'elles sont financées notamment par l'argent des collectivités locales, qui elles-mêmes sont exsangues et en difficulté. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, quand on parle de réduction du déficit ou de la dette ou des choix budgétaires à faire, c'est vrai qu'on lance comme ça des milliards et des millions tous les jours sur les plateaux de télévision, mais en fait, il y a des réalités humaines très concrètes sur le terrain, et il y a une déliquescence de nos services publics. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où les gens ont l'impression de payer énormément d'impôts et d'avoir un service public derrière qui se dégrade. Donc il y a un moment donné où il faut interroger ces systèmes aussi. Et je pense que l'avenir de la société française, elle se place plutôt du côté des acteurs associatifs qu'il faut absolument soutenir, de l'ESS ou même du privé lucratif, à condition qu'il soit encadré et régulé, et du service public, évidemment. Et on a aussi le cas qui intéresse le public de Mediatico, dans l'économie sociale et solidaire, le cas des crèches coopératives. Et donc la Fondation Jean Jaurès vient de publier une étude en partenariat avec la CGSCOP pour expliquer que ces crèches coopératives sont probablement le modèle de demain
pour le secteur des crèches et de la petite enfance. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça peut être tout à fait intéressant. À partir du moment où vous avez des collectifs qui sont prêts à travailler main dans la main, ça se fait aujourd'hui. Vous avez par exemple ce qu'on appelle des crèches parentales, qui sont un modèle associatif, mais qui sont donc les parents qui se réunissent ensemble pour prendre soin du lieu et s'occuper de la crèche. Bénévolement, à côté de leur boulot. Donc c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est un modèle qui demande quand même beaucoup d'engagement des uns et des autres. Mais voilà, tout le fonctionnement coopératif, le fonctionnement associatif, il y a différents statuts qui peuvent fonctionner, mais il faut creuser toutes les pistes parce que voilà, moi j'espère un jour qu'on ait un grand service public de la petite enfance réellement basé sur un investissement dans ce secteur qui en a cruellement besoin. Concrètement, comment on fait pour empêcher les fonds d'investissement d'entrer au capital d'un groupe de crèches privées? Alors, ce qu'on a mis en place, c'est un droit de veto, en fait, pour faire simple, du ministère des Affaires sociales, de la santé, de la solidarité, selon ceux qui s'occupent de la petite enfance. Et chaque fonds d'investissement ou fonds de dette qui souhaite investir dans une entreprise de crèche déclenche en fait une notification, l'autorité des marchés financiers, qui transfère au ministère. Et à ce moment-là, il y a un souci de transparence et un devoir de transparence de ce fonds d'investissement. Et le ministère, le ministre ou la ministre en question a le droit de poser un veto si ce plan d'investissement n'est pas à la hauteur des enjeux de l'accueil du jeune enfant et déclenche 1 an après l'arrivée, le cas échéant, de ce fonds, une inspection de l'IGAS ou de l'IGF qui permet de vérifier, parce qu'on peut faire des belles promesses quand on arrive, et derrière, la situation peut se dégrader. Donc 1 an après, ça déclenche automatiquement une inspection pour vérifier que tout est en règle. Vous aviez écrit à Catherine Vautrin, la ministre, aujourd'hui démissionnaire de la Santé, mais à l'époque, elle était en titre, pour l'alerter de cette situation, des dangers de l'arrivée des fonds privés dans les crèches, dans les groupes de crèches. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu, la ministre ? La ministre nous a reçus, Madame Vautrin nous a reçus comme sa prédécesseur, Madame Canaillé, et il faut dire qu'elle a été relativement attentive à cette problématique parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est transpartisan. La protection en fait de nos tout jeunes enfants, on voit bien en fait les dérives, c'est-à-dire il s'agit plus de dire c'est privé contre public. Il y a des dérives aujourd'hui, il y a des enfants qui ont été malmenés, il y a des professionnels aussi qui ont été maltraités, il y a une omerta, il y a un manque de transparence, il y a du détournement d'argent public, c'est ce qui s'est passé avec People and Baby, et donc y compris la ministre Madame Vautrin l'a reconnu. C'est pourquoi ce texte, d'ailleurs, a été voté à l'unanimité, parce que sur tous les bancs de l'hémicycle, nous, on n'a pas évidemment discuté avec l'extrême droite, mais je veux dire, Madame Vautrin a parfaitement entendu, elle a été élue locale aussi, donc elle sait parfaitement ce qui se passe, et donc voilà, il faut dire qu'elle elle a répondu plutôt favorablement, et elle nous a soutenus dans le vote du texte. Donc le vote a été unanime, Rassemblement national inclus ? Écoutez, c'était assez tard dans la nuit, donc oui, il y a sans doute... Enfin, en tout cas, ça a été voté à l'unanimité. Donc, il n'y a aucun groupe politique qui s'est opposé au texte. Avec ou sans abstention ? Il y a eu des abstentions ? Est-ce qu'il y a eu des abstentions ? On était assez peu nombreux dans l'hémicycle. Vous savez, c'était tard. C'était le dernier texte à passer de la niche. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'abstention. Tous les groupes politiques ont suivi. Ce qui est intéressant de comprendre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il advient de ce texte ? Parce qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, très bien, mais toujours pas au Sénat. Et dans le jeu de la navette parlementaire, le texte doit passer au Sénat. Alors, quand va-t-il passer au Sénat ? Va-t-il passer au Sénat ? Peut-il encore passer au Sénat ? Ah oui, il peut, bien sûr, il peut et il doit passer. On a encore eu hier des informations sur de nouvelles dérives dans les crèches privées. Le syndicat national des professionnels de la petite enfance a porté plainte contre 2 grands groupes de crèches privées. Donc les choses avancent, les choses bougent. Et il est temps aussi que le public réagisse. Donc je suis très heureuse de pouvoir en parler. Cette PPL, elle doit passer au Sénat. Il faut qu'elle soit inscrite, exactement, cette proposition de loi doit être inscrite dans l'ordre du jour du Sénat. Et pour ça, il faut que moi-même, je fasse mon travail de plaidoyer vis-à-vis aussi d'autres collègues, hein, évidemment, parce qu'il y a plusieurs textes qui souhaitent être inscrits, mais j'ai bon espoir d'ici fin d'année, début d'année prochaine. Oui, mais on sait aujourd'hui que le calendrier parlementaire est engorgé par tous les enjeux budgétaires et que le débat va être long. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une fenêtre de tir pour votre proposition de loi ? Je pense qu'il reste une fenêtre de tir parce qu'en fait, il y a un cadre qu'on appelle les niches parlementaires qui sont des journées qui sont sacralisées pour des groupes politiques
inscrire à l'ordre du jour différents textes thématiques. Et celle du PS? Et celle du PS sera en janvier, a priori, de l'année prochaine, 2026. Et si une dissolution survient d'ici là, à l'initiative d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il advient de votre proposition de loi? Eh bien, il me semble que cette proposition de loi, s'il y a dissolution, devrait être redéposée et donc repartir de zéro dans la navette parlementaire, malheureusement. Vous croyez à une dissolution? Aujourd'hui, je n'y crois toujours pas. Cela dit, il va falloir qu'on trouve un chemin quand même d'une forme de stabilité politique jusqu'en 2027, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça à changer de Premier ministre tous les 3 mois. Ça ne pourra pas tenir. Donc, pour l'instant, je n'y crois encore pas, mais... Et de toute façon, à l'heure où on se parle, le gouvernement n'est pas encore nommé. Donc, on va attendre de voir un petit peu comment ça se passe. Allez, on va aller chercher tout de suite la question qui fâche. Céline Hervieux, vous avez été chatouillée par quelques organes de presse pour cette affaire du Carrefour City dans le 6e arrondissement de Paris. Alors, il s'agit juste de l'ouverture d'une supérette, sauf qu'il y a des riverains qui sont, bien sûr, vos électeurs, qui s'opposent à l'ouverture de ce Carrefour City. Alors, on a parlé notamment d'Alain Souchon, et pas que. Et donc, on vous reproche à vous, élus de gauche, finalement, de soutenir les bobos parisiens contre l'utilité du petit commerce. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, cette histoire, c'est vraiment la chronique d'un faux sujet qui est monté en épingle, mais qui en même temps a tous les ingrédients pour faire un bon petit sujet d'été. Vous avez du politique, du people, un grand groupe d'industrie alimentaire qui est le groupe Carrefour. Et moi, ce qui m'a fait... Enfin, moi, je maintiens évidemment mes déclarations. C'est intéressant de voir le traitement médiatique de cette histoire, parce qu'en fait... Rappelez-nous la teneur de vos déclarations. Alors moi, ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, je me suis mêlée à une opposition de citoyens, d'habitants de mon quartier qui s'opposaient à l'installation d'un énième supermarché dans un périmètre qui en contient déjà 5 à peu près sur 200 mètres. Et en disant non, nous ne voulons pas sur cette place, qui est une place Vavin, près de Montparnasse, un énième Carrefour City qui s'installe. Donc, ce n'est pas la petite supérette de quartier, c'est le groupe Carrefour, qui est un des groupes les plus puissants en France, qui a ses entrées dans à peu près tous les ministères. C'est contre eux qu'on s'est opposé. Et il faut savoir qu'en 1996, sur cette même place, les habitants s'étaient aussi mobilisés contre l'installation d'un McDonald's. Et ils avaient eu gain de cause. Pourquoi ? Ce que j'ai dit simplement, c'est que oui, nous sommes attachés à lutter contre une forme de standardisation et d'uniformisation de ces très grands groupes qui s'installent partout, qui ont des stratégies très prédatrices en réalité d'installation partout sur nos territoires. Si j'avais été élu ou habitant d'une petite ville dans le Jura, j'aurais tenu exactement le même discours. Et donc, je me suis opposée à l'installation, non pas de cette supérette, mais de ce Carrefour. Et je l'ai dit à la direction de Carrefour France qui m'a contactée. Ils m'ont expliqué que jamais le groupe Carrefour n'avait attenté au petit commerce. En l'occurrence, ce que nous défendons, c'est la protection de ces commerces thématiques, le fromager, le boucher, qui existent difficilement encore dans ces quartiers parisiens. Et oui, il faut les protéger. Et l'installation d'un Carrefour, moi-même, quelques mois avant, je m'étais battue pour protéger et aider les salariés des franchises de Carrefour, parce que ça aussi, il faut en parler de la façon dont on traite les salariés chez ces franchisés qui sont tenus à des rigueurs budgétaires aussi, pour leur permettre d'avoir des représentants du personnel. Bref, on s'était battus. Donc, ils ont été très malins parce qu'ils ont réussi à retourner effectivement avec cette bourgeoisie soi-disant qui s'opposait à l'installation d'une pauvre petite supérette. Non, c'est simplement des citoyens qui essayent de lutter contre la standardisation, l'uniformisation de nos commerces de bouche. Et je pense que c'est important à Paris. Vous estimez qu'il y a eu de l'instrumentalisation Bien sûr. de ce... Bien sûr, et j'ai subi un raid terrible, du harcèlement, des moqueries sexistes sur les réseaux sociaux, des lettres à ma permanence parlementaire, beaucoup d'insultes. Tout est parti de Twitter, en fait, et puis ensuite, ça a été repris par CNews, ça a été repris par Europe 1, et puis tous ces médias, en fait, ont monté les choses en épingle. Et après, effectivement, ça a été repris de la galaxie Bolloré. Force est de constater que c'est parti de là. Et en fait, ça a marché. Et Carrefour a très bien réussi son coup d'une certaine manière. Je ne sais pas s'ils sont intervenus, mais bon, en tout cas, ils ont réussi à inverser la tendance. Et finalement, ce Carrefour a ouvert ses portes, malheureusement. Merci pour cette explication. Après notre séquence La question qui fâche, on va retrouver la séquence Face à face. Céline Hervieux, le principe est simple. Je vais vous montrer 3 photos. Je vais vous poser une question pour chaque photo et chaque fois, vous avez à peu près 30 secondes pour répondre
Alors c'est parti. La première photo, c'est une personnalité politique. Il suffit en général de vous lire pour savoir que vous ne l'aimez pas beaucoup. S'il était là, maintenant, face à vous, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? C'est Bruno Retailleau, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Écoutez, Ministre de honnêtement, je n'ai l'Intérieur. pas grand-chose à dire à Bruno Retailleau parce que je considère qu'il est le symbole de cette droite républicaine qui n'a plus de républicaine que le nom et qui s'est perdue en se jetant dans les bras de l'extrême droite avec un vocabulaire, avec une façon de traiter les sujets qui est extrêmement caricatural et qui, je rappelle que c'est celui qui avait parlé de jeunes qui étaient appelés vers des régressions à leurs origines ethniques quand il y avait eu les émeutes suite au décès de Naël. Donc c'est quelqu'un qui est capable d'employer un vocable extrêmement violent. Donc voilà, je considère que c'est très grave parce que la droite républicaine, ça se respecte, ça existe dans le paysage politique. Mais aujourd'hui, malheureusement, on voit que les collusions avec le Rassemblement national sont très forte et je pense qu'il en est un acteur principal. Notre deuxième photo, c'est une coupure de presse du journal Le Monde et qui nous dit que justement, les accords sur l'immigration entre la France et la Grande-Bretagne entrent dans une nouvelle phase. Et il se trouve que beaucoup de structures de l'économie sociale et solidaire sont engagées pour un accueil humain et digne des migrants en France. À elles, aux associations, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? De tenir bon et de faire appel aux élus quand c'est nécessaire pour débloquer. On essaye en tout cas certaines situations parfois, mais malheureusement, leur dire qu'on a besoin d'elles plus que jamais. Et quand j'entends par exemple que certains élus envisagent de limiter la présence de certaines associations dans les centres de rétention administrative, par exemple, dans des lieux où à la Cour nationale du droit d'asile, où on a besoin d'avoir ces associations, tout simplement parce que le service public, entre guillemets, ne répond pas à une réelle capacité pour ces personnes de se défendre dans certaines situations, eh bien, on a besoin plus que jamais de ces acteurs associatifs. Donc, je leur dis de tenir bon. Et je pense qu'il y a une majorité de Français encore qui ont au cœur cette vision humaniste d'un accueil, d'une tolérance, d'un respect aussi pour la différence. Et il faut garder cette identité et lutter contre l'obscurantisme. C'est ce que pensent probablement beaucoup de Français. Et en même temps, certains sondages nous disent que les Français sont très préoccupés par la situation migratoire. Et il faut bien entendre cette parole-là aussi. Oui, bien sûr. Donc, ces Français-là soupçonnent les associations de faire le jeu de trop d'immigration. Alors, en fait, c'est parce que ces personnes qui pensent ça, je pense, n'ont pas beaucoup échangé avec des personnes qui ont vécu les trajectoires d'exil telles que les associations les voient. Il faut comprendre que ces logiques d'appel d'air, etc., ça n'a jamais été réellement prouvé. Les gens cherchent à fuir des situations de misère économique, de guerre, de famine, donc des situations très, très complexes. Quand elles arrivent effectivement en France, et donc en Europe et en France, elles ont déjà parcouru un chemin très très compliqué. La plupart des migrations se font entre pays du Sud. Donc après, il faut voir aussi la façon dont sont traités ces sujets et voir la réalité en fait des chiffres. Quand j'entends parler de submersion migratoire, ça n'est pas une réalité dans les chiffres. C'était François Bayrou. Oui, exactement. Parce qu'on parle beaucoup du nombre de personnes qui arrivent, mais en réalité, quand on parle d'immigration, il faut parler de solde migratoire, c'est-à-dire des gens qui sortent. Et il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sortent aussi du territoire français chaque année. Donc en réalité, la proportion est assez faible, on est très très loin du grand remplacement. Troisième photo, c'est une figure décalée en réalité. Vous êtes dessus, mais c'est pas vous qui m'intéressez, c'est plutôt à droite, le président brésilien Lula. Ce visage, il vous inspire quoi ? Beaucoup de sympathie, d'honneur d'avoir pu le rencontrer à 2 reprises. Le président de la République brésilienne, c'est la moitié de mon histoire. Moi, je suis issue de l'immigration d'une certaine manière, parce que ma mère est brésilienne et mon père est français, donc je suis binationale. Et c'est évidemment un honneur de pouvoir rencontrer Lula, qui est une figure politique, historique, mythique quasiment, de la vie politique brésilienne, qui aujourd'hui revenu en responsabilité après un long parcours très compliqué. Et on a vécu aussi d'ailleurs au Brésil l'arrivée de l'extrême droite avec Bolsonaro. Et ça a été particulièrement difficile. On a vu tous les dégâts, les stigmates encore présents, vifs aujourd'hui. Condamné aujourd'hui à 27 ans de prison. Absolument. Il fait appel. C'est un jugement historique.
Il a été condamné effectivement pour avoir organisé une tentative de coup d'État notamment. Et donc ça nous montre une fois de plus que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, on ne sait jamais quand elle repart. Et donc ça c'est très important, ça doit être une leçon. Et Loul est une figure qui a aussi ses travers, mais qui est tout à fait respectable. Et moi c'était un honneur de pouvoir le rencontrer à Paris lors de sa venue cette année. Merci Céline Hervieux. On passe tout de suite à la dernière séquence, c'est le monde de demain. La France aujourd'hui ne va pas bien, Céline Hervieux, on le sait. Si vous deviez décrire en 3 mots l'avenir de la France dans 5 ans, quels mots choisiriez-vous et pourquoi ces mots-là? Je dirais solidarité, parce que vraiment je pense que c'est le ciment d'une société qui tient et c'est l'histoire aussi de la France. Donc j'espère qu'on retrouvera un peu d'élan de solidarité. Coopération, parce que pour moi, ça résonne avec l'aspect international. On ne vit pas dans une bulle. On est dans un monde qui aujourd'hui est très fragilisé. La place de la France dans le monde, la place de la France en Europe. Pour moi, il faut qu'on prenne en compte ces considérations pour l'avenir. C'est très important. Et l'écologie, parce qu'on est dans un monde où j'ai l'impression que ça a disparu de nos discussions, de nos débats publics. Et c'est dramatique, parce que les générations à venir nous regardent, nous attendent. On a une responsabilité qui est historique par rapport au changement climatique. La situation se dégrade. Donc il faut continuer, il ne faut pas lâcher ce combat. C'est très important pour les années à venir. Le monde de demain, à très court terme, c'est aussi l'arrivée d'un nouveau gouvernement et le vote du budget en France, qui concerne directement les associations, puisque évidemment elles dépendent des subsides publics, en partie pour financer leurs activités d'intérêt général, rappelons-le. Quelle est votre position sur les subventions aux associations et sur les revendications associatives du moment ? Moi, je l'ai vu beaucoup dans le domaine de la petite enfance, notamment à Paris. Les associations sont vraiment partie prenante du service public. Aujourd'hui, elles sont en très grande difficulté avec l'inflation. Donc, vous avez un moment donné où vous avez les courbes qui se sont croisées, si vous voulez, les usagers qui permettait de faire rentrer un petit peu dans les caisses qui diminuaient, et l'inflation avec les coûts des charges qui explosaient. Et donc, on se retrouve dans une situation très compliquée, et c'est là que la collectivité doit être en mesure de réagir avec des plans de financement pluriannuels. Ce que demande en fait une partie des associations, c'est surtout de la visibilité, c'est-à-dire de pouvoir avoir dans le temps un financement qui soit stable, qui ne soit pas victime en fait d'aléas de dernière minute. Un patron entre guillemets d'association, c'est comme n'importe quel collectif économique, c'est-à-dire qu'il, même s'il ne cherche pas à faire du profit, il cherche un équilibre. Il a besoin de cet équilibre, et pour ça il a besoin d'avoir de la visibilité pour pouvoir se projeter. Donc je pense que en termes de financement public, c'est vraiment ça ce qui est attendu, et j'espère que toutes les collectivités permettront de continuer à faire tenir ce système, parce qu'on en a vraiment besoin, et c'est pour ça que ce ne sont pas que des chiffres, vraiment des réalités humaines qu'il y a derrière. Je peux ajouter d'ailleurs que le mouvement associatif en ce moment lance une grande campagne qui s'appelle « Ça ne tient plus ». Donc il faut réagir, nos associations ne tiennent plus. Et le mouvement associatif lance aussi une enquête en ce moment pour demander aux associations quelle est leur situation financière. 6 mois après une précédente enquête menée en début d'année, on va arriver en cette fin d'année à un autre stade de l'évolution des finances des associations, et on va voir comment l'année se termine quand ils publieront les résultats de cette enquête. Le mouvement associatif porte des revendications, pas seulement sur les conditions financières des associations, mais aussi, par exemple, sur le contrat d'engagement républicain, sur, vous l'avez dit, la pluriannualité des associations, mais aussi sur la reconnaissance de la subvention comme modèle économique à part entière. Et donc, derrière ce modèle économique à part entière, il y a la question de la confiance avec les pouvoirs publics. Comment est-ce que vous regardez ces sujets-là ? Eh bien, écoutez, on a été beaucoup alertés, notamment sur cette question par rapport au contrat d'engagement, sur la question des services publics, des services civiques, pardon, excusez-moi, notamment, et des coupes brutales, parce que les associations, vous l'avez dit, ce ne sont pas que des questions de financement, même s'il y a cette recherche de reconnaissance de la subvention, c'est aussi évidemment de l'engagement humain. Et donc, quand il y a eu ces coupes de services civiques, par exemple, ces annonces du jour au lendemain, ça a été extrêmement brutal, parce que vous avez beaucoup de structures qui reposent notamment sur ces contrats. Et moi, je pense qu'il faut qu'on repense aussi le rapport au bénévolat dans ce pays, c'est-à-dire qu'on puisse accompagner les structures qui le souhaitent, qui ont une part de salariat, une part de bénévoles, mais qui tiennent aussi beaucoup grâce à l'engagement bénévole. Comment on arrive à valoriser cet engagement ? Comment on arrive à valoriser ce bénévolat ?
Comment ça peut compter peut-être, je ne sais pas, être pris en compte dans un parcours, dans des études, en parallèle d'une autre activité par exemple. Je pense qu'on a beaucoup à réfléchir là-dessus. Il y a encore beaucoup à faire, mais il faut rester optimiste. Encore 2 questions, Céline Hervieux. D'abord, l'économie sociale et solidaire est très présente dans le secteur de la santé. Vous avez pris position pour défendre l'Institut mutualiste Montsouris et pour défendre le centre Primo Levi sur la santé mentale dans le secteur de la santé. Donc, il y a aussi du danger. Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez pris position pour défendre ces 2 établissements. Oui, alors pour l'Institut mutualiste Montsouris, on a accusé l'Institut mutualiste Montsouris d'avoir de la mauvaise gestion et en réalité, vous êtes là face à une structure de santé qui accueille extrêmement largement, qui est à la pointe sur beaucoup de soins et de traitements et qui a subi aussi de la part des pouvoirs publics justement très peu de soutien en réalité. Donc il a été injustement accusé à mon sens et évidemment, moi je pense qu'il faut continuer à soutenir ces structures de santé sur modèle mutualiste qui aujourd'hui sont soumis aux mêmes logiques financières et donc il faut les protéger à tout prix. Pour le centre Primo Levi, c'est un centre très spécifique qui prend en charge les exilés qui ont été victimes notamment de violences politiques très graves, comme la torture par exemple. C'est très spécifique, c'est très pointu aussi. Ils ont besoin des subventions publiques pour vivre. La France, en fait, est notre capitale des droits humains. Je veux dire, si on n'est pas capable de défendre des structures comme celle-ci, je pense qu'on perd notre âme. Donc moi, évidemment, je monte au créneau quand c'est nécessaire sur ce type de structure. Dernière question, Céline Hervieux. Qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir ? Eh bien, écoutez Frédéric, moi ce qui me rend optimiste, c'est de voir qu'il y a quand même beaucoup de jeunes de ma génération qui ont envie que les choses bougent, qui se battent pour des causes, pour le féminisme, pour l'antiracisme, pour l'écologie, qui défendent aussi un modèle d'économie sociale et solidaire, des modèles économiques différents, plus respectueux non seulement de l'environnement, mais des femmes et des hommes qui y contribuent. Donc voilà, je maintiens qu'il y a cette force, on est une belle nation, un grand pays, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de diversité, et ça reste positif. Donc il faut toujours rester optimiste, sinon on arrête tout, on reste chez nous et puis il ne se passera rien. Donc il faut rester optimiste pour la suite. Merci infiniment Céline Hervieux d'avoir été Merci notre invitée aujourd'hui sur le plateau de Mediatico. Merci aussi à vous, notre public, de nous être fidèles. Évidemment, si l'émission vous a plu, dites-le sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi à Mediatico en ligne, on a besoin de votre soutien. Et puis bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission ESS On Air, l'émission qui vous parle de l'actualité du point de vue de l'économie sociale et solidaire sur mediatico.fr. À bientôt.